Donc bonjour à tous, bienvenue à cet atelier énergétique, présentation de cette formation et du métier d'énergéticien. Je m'appelle Olivier et j'ai commencé donc à exercer l'énergétique il y a plus de 20 ans, après un parcours de formation initialement en énergétique chinoise et après en thérapie manuelle et puis ensuite en sophrologie, en relations d'aide pour aboutir à cette notion de thérapie holistique, c'est-à-dire d'approche globale de l'être humain dans laquelle on essaye de faire la part des choses entre les origines qui sont d'ordre physiologique, psychologique, énergétique, environnemental, transgénérationnel, donc un panel assez large pour arriver à discerner finalement quelles sont les causes qui amènent à différentes manifestations somatiques ou psychologiques. C'est l'approche que l'on promeut au sein de l'Institut Cassiopée, l'approche de la thérapie holistique. Alors aujourd'hui on est réunis pour parler d'énergétique et on va commencer par se mettre d'accord sur ce qu'on entend par ce terme énergétique. Ce terme, un petit peu comme le mot coaching, est utilisé à tout bout de champ. Tout devient énergétique, tout devient coaching, et donc derrière on n'a pas forcément la même définition. On va donc s'accorder sur ce premier point, et je vous propose de prendre une image de la médecine traditionnelle chinoise, de regarder comment les Chinois ont imagé en fait l'énergie. Les Chinois parlent en images, nous on écrit avec des mots, avec des concepts. Et à travers une image, on va se rendre compte qu'on a beaucoup de sens finalement, et beaucoup plus que simplement le terme d'énergie. Alors voici l'idéogramme. Le Qi, QI, on prononce Qi, qui a donné également dans l'aspect japonais le Ki. L'énergie retrouve ce concept en Inde sous l'appellation de prana, d'énergie vitale en Occident, de Ka en Égypte. Donc dans chaque tradition, on va avoir une appellation de ce qu'on peut appeler le principe vital, c'est-à-dire ce qui sous-tend finalement la vie. Les Chinois, le Qi. Alors comment est composé l'idéogramme? Dans un premier temps, on a en fait ici la base de l'alimentation en Chine, c'est-à-dire le riz. On présente en fait du riz qui est en train de cuire. De la même manière que nous, ça va être le blé en Occident, qu'on va avoir du maïs, du millet en Afrique. Chaque continent, quelque part, a sa céréale de base. En Orient, on va avoir donc le riz. Donc la base de l'alimentation, c'est la base de l'énergie vitale. Et là, on retrouve un premier grand principe qui est également donc, mis en avant par Hippocrate, qui est que ton aliment soit ton médicament. La première chose, ça va être l'alimentation, la base de la santé. Je ne peux pas être vraiment en bonne santé, physique et psychologique, si je n'ai pas une alimentation qui me convient. Et là, ce terme est important, qui me convient, il n'y a pas de régime universel. C'est à chacun d'arriver à sentir qu'est-ce qui est bon pour lui, voilà, au niveau des quantités, au niveau de la qualité des produits, au niveau de la diversité. Il n'y a pas de remède, je dirais, universel. Donc on a ces 4 grains de riz. Alors après, symboliquement, le 4 est important. On a la croix qui symbolise indirectement le fait que l'on a un cercle et donc un aspect cyclique de l'énergie avec 4 temps, comme les 4 saisons, les 4 moments d'une journée, les 4 moments d'une vie. Donc ce 4 est symbolique. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 5. Et donc on a l'aspect matériel de l'énergie qui est à la base de cet idéogramme, et au-dessus, on va avoir ici la vapeur, et puis là, en fait, un petit pictogramme qui représente l'aspect mouvement. Donc c'est le mouvement de l'air, les nuages, la pression, une énergie vitale qui se manifeste au niveau céleste comme au niveau terrestre. Donc on a cette première dualité qu'on retrouve bien sûr dans toute la tradition chinoise, le yin, le yang, le ciel, la terre, l'énergie vitale de l'alimentation et sa transformation quelque part en quelque chose de plus subtil, l'énergie de l'air, l'énergie de la respiration. Transformation, le mot est dit, c'est le vecteur même de l'énergie, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'on va représenter ce qui est visible, à savoir le riz qui cuit, tout simplement, l'explosion du riz qui est en train de cuire dans la casserole, avec la vapeur d'eau qui s'en dégage. Mais si j'ai de la vapeur, s'il y a une cuisson, ça veut dire que dessous, en fait, j'ai une source de chaleur, j'ai une source d'énergie qui permet cette transformation.
Et là, je trouve ça très intelligent parce que finalement, on se rend compte que les Chinois, à travers l'image qu'ils ont choisie pour représenter l'énergie, ils ont à la fois manifesté ce qui donne énergie concrètement, à savoir l'alimentation, et en même temps, par cette notion de transformation, ils manifestent que l'énergie vitale, elle est invisible. Il y a quelque chose à la base qu'on ne perçoit pas avec nos sens, mais qui permet en fait cette transformation, cette chaleur. Donc l'énergie, c'est tout ça. C'est à la fois le feu qui est présent, qui permet la transformation, c'est à la fois la base alimentaire, la céréale, et puis à la fois dans la partie aérienne, subtile, la notion de respiration. Et on a des liens importants entre respiration et énergie. Toute technique de Qigong, Qigong d'ailleurs, on va retrouver cette racine. Kong, ça veut dire travail, maîtrise. Qi, l'énergie. Donc le Qigong, c'est un ensemble de techniques, il y a des milliers de Qigong en Chine, qui permettent de travailler, de maîtriser l'énergie vitale. C'est à l'image du yoga en Inde pour la tradition chinoise. Dans toutes les techniques du Qigong, on commence par la respiration. Voilà. Traditionnellement, quelqu'un qui rentrait dans cette voie, on commençait simplement à l'asseoir, et puis le maître passait devant lui et il mettait une petite plume sous le nez. Si la plume bougeait, ça signifiait que la personne ne maîtrisait pas sa respiration. Donc, qu'il ne maîtrisait pas son mental. Quand le mental est agité, quand nous sommes en train d'associer en fait différentes pensées, on a une respiration qui est entre guillemets normale, légèrement saccadée, et donc on a un flux respiratoire assez important qui fait que si je passe la plume en fait elle bouge. Si je suis dans un calme mental, une sorte de vacuité, je vais avoir une respiration qui va être beaucoup plus apaisée, beaucoup moins intense en termes de flux au niveau de la narine. Et donc quand je passe la plume, en fait, elle ne bouge pas. Donc le premier test, quelque part, pour accepter un disciple, dans l'ancien temps le Qigong, c'était le test de la plume. Ça veut dire qu'on commence en fait en état méditatif, il faut déjà que je sache respirer, et seulement ensuite je vais faire des respirations avec du mouvement, donc des mouvements très classiques en Qigong où je vais monter et descendre. Et là, en fait, si je suis dans une vision occidentale, en fait, je suis dans la gymnastique, donc je travaille sur les articulations, pas du tout dans la vision chinoise. La vision chinoise, c'est l'énergie de la Terre monte dans mon corps et naturellement, elle s'élève jusqu'au sommet de la tête, et ensuite, ça redescend. Donc on a une synergie entre le geste que je fais, la respiration qui est associée, expiration, puis inspiration, et puis l'intention. Ce qui compte, en fait, ça va être l'intention. On va en reparler, mais l'énergie, en fait, suit la pensée. Donc on a un processus vraiment intriqué entre le mental, la respiration, et puis l'énergie vitale, qui se manifeste dans le Qigong. Et donc le pratiquant Qigong, quand il a commencé à faire l'exercice, il est à l'aise en restant stable dans sa posture et en se mouvant au niveau des bras, il va commencer à rentrer dans les tai chi, par exemple, avec des déplacements du buste, des pieds, donc être mobile au niveau du sol. Et dans les formes les plus avancées, on va aller vers les arts martiaux jusqu'au fameux kung-fu. Mais là, avant de faire du kung-fu, la base, c'est d'abord la respiration, la méditation, les qigong, le tai chi. Voilà, on va des arts les plus internes aux arts les plus externes. Donc on a un lien entre respiration, chi, énergie vitale, et puis processus mentaux. Voilà la définition d'énergie en Chine. Celle de l'Inde, comme on l'a évoqué tout à l'heure, s'appelle le prana. Terme générique, à l'intérieur, il y a différents types de prana. On a évoqué la notion de ki au Japon, ou de ka en fait en Égypte, d'énergie vitale. Cette énergie vitale, si on reprend cette tradition indienne maintenant, on va voir où elle se situe. Notre personnalité est constituée de 4 niveaux vibratoires intimement intriqués. On a ce qui est visible, le corps physique, que je vais appeler biologique. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on a cette fameuse notion d'énergie vitale.
Ensuite, on va avoir les émotions. Et ensuite, on va avoir les pensées. Le monde de la biologie est constitué de 3 états. On a un état solide, un état liquide et un état gazeux. Ça veut simplement dire que ces 3 états sont constitués en fait de molécules. C'est pour ça qu'on va l'appeler biologie, parce qu'on est dans le monde moléculaire. Encore des molécules plus simples quand ce sont des gaz, l'oxygène par exemple, et petit à petit, quand on descend dans les liquides et dans les solides, on va vers une complexité avec davantage d'atomes qui composent des molécules. À la base du monde moléculaire, on a donc les atomes. Les atomes, pour la tradition indienne, constituent ce qu'on appelle le premier niveau d'éther. Là, on dit énergie, mais dans la tradition indienne, on parle d'éther. Et il y a en fait 4 niveaux d'éther. Le dernier niveau, le plus concret, correspond à ce que la science appelle les atomes, c'est-à-dire environ une centaine de particules élémentaires qui permettent, par leur association et les relations des atomes entre eux, la création de tout le monde moléculaire. Les atomes, d'ailleurs, au passage, au niveau étymologie, ça vient de atomos, qui veut dire qu'on ne peut pas couper. Donc quand on a découvert les premiers atomes, on pensait qu'on avait trouvé vraiment la brique ultime de l'univers, et qu'à partir de là, on pouvait tout faire, qu'il n'y avait rien de plus petit. Et puis petit à petit, on a réussi à couper l'atome. On s'est rendu compte qu'il y avait des électrons, des protons, des neutrons. On s'est dit, ça y est, on a trouvé ce qui est plus petit. Puis finalement, on a réussi à casser, on a trouvé des quarks. Et puis maintenant, le doute arrive, le doute positif, en disant, voilà, c'est pas sur la vision ultime, mais on arrive toujours, dans l'infiniment petit, à trouver des éléments qui constituent finalement de plus grands éléments. Donc on a une intrication. Donc notre vie atomique, d'accord, c'est le dernier niveau d'unitaire. Et donc ça, c'est important parce que quand on est dans la physique qui s'occupe de la dimension de l'atome, en gros, en fait, un nanomètre, on est sur ce qu'on appelle la physique quantique. Vous connaissez certainement ce terme qui est devenu à la mode. Et d'ailleurs, on a maintenant un ensemble de propositions, de soins quantiques, de thérapies quantiques. Donc c'est très intéressant. En même temps, rien de neuf par rapport à des milliers d'années, parce que qu'on dise quantique, qu'on dise éthérique ou qu'on dise énergétique, en fait, on parle de la même chose. On parle d'un niveau de réalité qui est simplement plus petit que l'atome. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est juste l'appellation qui est nouvelle, puisqu'on a un cadre théorique maintenant plus conséquent qu'il y a, bien sûr, quelques centaines d'années pour expliciter en fait la vie plus petite que l'atome. En même temps, ça fait un peu plus sérieux. Mais en fait, c'est la même chose que font les acupuncteurs, que font les magnétiseurs, que font plein de praticiens depuis la nuit des temps. On est quelque part sur la matrice énergétique qui n'est pas perceptible par nos organes des sens. Nos organes des sens perçoivent en fait des molécules, quelque part, de l'ordre de ce qui se passe ici, au niveau visuel, au niveau auditif. Au niveau auditif, voilà, il faut qu'il y ait de l'air, il faut qu'il y ait des chocs, il faut qu'il y ait des vibrations qui affectent ces molécules dans l'air pour qu'on perçoive en fait le son. Donc nos sens sont toujours basés sur en fait ce monde-là. Là, on est plus fin que des sens. Alors on peut développer des sens, c'est ce qu'on fera à la fin de l'atelier, on apprend en fait à sentir l'énergie, mais il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre des sens de ce qui est plus petit. Voilà. Et en fait, ce champ-là a été exploré à la fois par toutes les traditions, mais notamment par la tradition chinoise et la tradition indienne. Si on regarde bien en fait ce qui se passe en Orient, on se rend compte qu'on a 2 sources de connaissances. On a d'un côté la médecine ayurvédique, indienne, qu'on va retrouver dans les pays limitrophes, au Tibet, au Sri Lanka, on va parler de médecine indienne. Et puis autour de la Chine, cette grande civilisation, on va retrouver tout ce qui est médecine chinoise. Donc quand on regarde en fait le Japon, ils n'ont vraiment rien inventé au niveau conceptuel. Le yin, le yang, les 5 éléments, les méridiens, tous les grands concepts sont issus de la médecine chinoise. Et quand on regarde ce qui est autour, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, toutes ces médecines qui vont toujours adapter un peu le cadre général chinois, mais ça reste le cadre de la médecine chinoise. Donc on n'a pas 3 sources, je dirais,
théoriques de connaissances, il y en a deux, la Chine et l'Inde, avec une vision qui est quand même différente, parce que leur philosophie, leur appréhension du monde est différente, et donc leur approche va être différente. Mais même si elle est différente, ces deux philosophies se sont attachées principalement à observer et comprendre qu'est-ce qui était sous-jacent en fait à la matière. Et donc leur vision est complémentaire. C'est pour ça qu'en formation, on passe du temps aussi bien sur l'Ayurveda, version indienne, que sur la médecine chinoise, pour comprendre finalement qu'ils regardent le même objet, la même montagne, mais d'une facette différente. Donc du coup, on a une meilleure compréhension, en ayant étudié les deux aspects, à la fois de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe quand ça dysfonctionne, et comment je peux faire refonctionner bien le système énergétique. Ce système énergétique, on va l'appeler par exemple en Chine des méridiens d'acupuncture, d'accord, avec des points d'acupuncture. Et en Inde, on va appeler ça plutôt des nadis, d'accord, et puis des points marma. Alors, vous voyez, visions différentes, j'illustre un petit peu ces deux traditions. On pourrait symboliquement dire que les Chinois sont plus concrets, plus terriens, peut-être plus pragmatiques, et les Indiens plus célestes, plus spirituels, plus éthérés dans leur philosophie. Donc les Chinois, ils ont repéré symboliquement 365 points. Donc, il y en a plus, et pour eux, c'est comme le nombre de jours d'une année, il y a un parcours, il y a 12 méridiens comme 12 mois, sur les 12 méridiens, il y a 365 points comme 365 jours. Donc on a une relation fondamentale entre l'intérieur et l'extérieur. Nous sommes à l'image, quelque part, de l'univers. L'univers est à l'image de nous, ça marche dans les deux sens. Et puis ils ont repéré également 700 points qui disent hors méridien. Donc, en fait, ça veut dire que quand on met 365 qu'on double, parce qu'ils sont bilatéraux, donc ça fait déjà 700 points, plus 700 autres doublés, enfin 1400, on arrive à 1000, 2000, 3000 points qui existent. Alors, aucun acupuncteur ne les connaît tous. Un bon acupuncteur en maîtrise 60, 100, peut-être 110. Il n'y a pas besoin de connaître tous les points. Mais en tout cas, voilà un petit peu la dimension des points d'acupuncture en Chine, alors que les points marma, voilà, il y en a environ 108. Des zones clés dans la tradition indienne. Et ils vont vraiment se baser sur 14 nadis, alors que voilà, on a 12 méridiens en médecine chinoise, mais en fait, si on regarde bien les 12, ce sont 12 réseaux, donc on a 5 méridiens à chaque fois dans les 12, plus d'autres méridiens, donc c'est un système beaucoup plus complexe. Alors, donc une vision plus précise au niveau chinoise et plus globale au niveau indien. Plus terre, plus ciel. Il regarde, je reprends mon déroulé, la même chose, ce niveau-là. Ce niveau-là, quelle est la fonction fondamentale? La première fonction, il y en a deux, ça va être de donner la vie au corps biologique. Ils nous disent que s'il n'y a pas d'énergie vitale, en fait, l'aspect moléculaire, la matière, ne prend pas vie. Elle va être inanimée. Aujourd'hui, il fait la différence entre une cellule morte et une cellule vivante. On sait quelque part la constater, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui amène la vie? Qu'est-ce qui la retire? Ça reste aujourd'hui un mystère au niveau scientifique. Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'explication ultime, mais pour eux, il y a présence de quelque chose, de la vitalité de cet ordre-là, éthérique, quantique, quelque chose qui se passe au niveau subatomique, qui est présent, qui n'est pas présent. La deuxième fonction, ça va être ce qu'on appelle le médiateur psychosomatique. C'est là où ça va être très intéressant, et on va voir la place de l'énergétique. C'est que pour ces deux traditions, tout ce qui va être de l'ordre du psycho-affectif, du psycho-émotionnel, c'est-à-dire l'association de ce qui se passe au niveau pensée-émotion, en positif ou en négatif, d'accord ? L'information ici va descendre d'abord au niveau du corps énergétique et ensuite ça va être transmis du corps physique. Donc là, on est sur le psycho-somatique. Somatique, soma, ça veut dire le corps. Donc comment un processus, comment, je ne sais pas, de l'anxiété, comment une grosse peur, comment une pensée obsédante, comment une difficulté X ou Y
va quelque part se marquer, se somatiser, se cristalliser dans le corps. Ça passe forcément par le corps énergétique. Et inversement, comment des problèmes d'ordre moléculaire vont amener des dysfonctionnements au niveau psychique. Prenons le simple exemple de l'alcool ou d'autres excitants. Je modifie au niveau moléculaire la chimie cérébrale et j'ai une répercussion au niveau psychologique. Ne serait-ce que si on a fait un repas trop dense, trop gras, voilà, psychologiquement, on n'est pas le même derrière. Donc, on a vraiment cette notion holistique où la psychologie et le corps sont reliés avec deux chemins, et tout ça passe par le corps énergétique. Donc, quand je suis au niveau du corps énergétique, j'ai une capacité à agir aussi bien vers ce qui est plus haut, vers ce qui est plus bas. Donc, on a une régulation globale. Ça, c'est l'avantage principal. Maintenant, essayons de déterminer qu'est-ce que c'est qu'une thérapie énergétique. Au sens propre du terme, c'est une action qui agit sur ce niveau-là. Donc, si je prends par exemple, je ne sais pas, une huile essentielle, ce n'est pas énergétique, parce qu'une huile essentielle, c'est de l'ordre du moléculaire. On va avoir une action, bien sûr, au niveau biologique, très forte, d'où l'usage avec précaution de ce type de thérapie, hein, que ce soit des médicaments, de la phytothérapie, peu importe que ce soit naturel ou synthétique, dès l'instant que j'agis avec des molécules, je suis sur ce plan d'action-là. Par contre, quelqu'un qui va faire du magnétisme, quelqu'un qui va travailler avec des aiguilles d'acupuncture, quelqu'un qui va travailler avec des cristaux, quelqu'un qui travaille avec de la couleur, avec du son, quelqu'un qui va travailler avec tous les outils qui ne sont pas matériels, rentre dans le champ des thérapies énergétiques. Je rentre une information ici, et cette information, elle va pouvoir réorganiser peut-être ma sphère psychique et aussi ma sphère plus corporelle. C'est par exemple le mode d'action des fleurs de Bach, que certainement vous connaissez. Dans les fleurs de Bach, on a finalement que de l'eau, disent les détracteurs. Hein, on a fait infuser des fleurs pendant une journée au soleil. Donc l'eau a capté en fait le message de la fleur, le mouvement, ce qui se passe en elle. Donc je n'ai pas de molécules. Et cette information-là, c'est ce qui va me permettre de réorganiser. C'est le message qui va passer au niveau de ma psyché et qui va m'aider à me vivre la situation qui me pose en fait difficulté. L'expérience montre que ça marche. Donc on va avoir vraiment cette notion où je ne suis pas dans les molécules, je suis uniquement dans l'aspect vibratoire. Ok, donc si on reformule, on a deux grandes fonctions. Le principe vital qui amène cette vitalité au niveau biologique et le fait que ce soit le médiateur psychosomatique. Donc finalement, pour finir sur ces quatre corps, ces quatre constituants de notre personnalité, on peut dire qu'il y a deux grandes parties qui fonctionnent ensemble. On a la partie psychologique, association, pensée, émotion. À Cassiopée, c'est principalement la formation relation d'aide qui traite de ce champ-là. Comprendre la structuration, l'organisation, les dysfonctionnements, comment amener un équilibre dans ce champ-là, c'est de la relation d'aide. La même chose en bas, énergétique et biologique, ça correspond à la formation énergétique. Et donc c'est ça que je voulais préciser en premier point, parce que quand on dit énergétique, d'emblée, comme je l'ai explicité, on va penser quelque chose qui est non matériel. Or, nous, ce qu'on propose, c'est bien sûr d'avoir des outils qui travaillent sur cet aspect-là, mais aussi sur cet aspect-là. Donc on va être vraiment sur cette notion de travailler cette complémentarité. De la même manière qu'on ne peut pas avoir de pensée sans émotion et d'émotion sans pensée. On n'a pas d'émotion pure, on n'a pas de pensée pure. Si on s'observe, si on regarde bien en soi, derrière chaque pensée il y a de l'émotion et chaque émotion il y a de la pensée. Donc ça forme un binôme, c'est le corps psychique, ça fonctionne ensemble. Même chose à ce niveau-là, on n'a pas de molécules sans atomes, mais les atomes naturellement en fait vont constituer en fait des molécules. Donc on est sur cette dualité, d'accord? Et donc ça c'est vraiment la vision traditionnelle, aussi bien en Inde qu'en Chine. Dans toutes ces approches, on va avoir des traitements
des accompagnements qui d'abord font le point sur l'alimentation. Quand vous allez par exemple faire une cure en Inde, ce qu'on appelle un panchakarma, donc souvent c'est un processus de 3 semaines ou plus, il y a d'abord, après visite auprès du médecin ayurvédique, il vous recommande en fait un régime alimentaire pour équilibrer en fait vos énergies, ce qu'on appelle les doshas, votre constitution. On n'a pas tous en fait les mêmes besoins au niveau alimentaire. Donc d'abord on passe par l'alimentation. Ensuite, bien sûr, le côté le plus agréable en Inde, c'est qu'il y a une série de massages. À 2 mains, 4 mains, l'huile chaude, les bains de vapeur. Mais déjà dans l'huile, c'est pas juste de l'huile comme ça, c'est qu'on va faire macérer en fait des plantes qui vont correspondre en fait comme l'alimentation à l'équilibre de votre dosha. Donc tout le monde n'a pas en fait la même base d'huile. Et puis après, voilà, les bains de vapeur, etc. Donc on a une dimension corporelle. Hein. Quand on est dans du massage, on est vraiment dans l'aspect biologique. On est sur l'aspect tissulaire. Donc on est sur l'alimentation, on est sur du massage, et puis après, bien sûr, on va travailler souvent yoga, méditation, des processus plus psychologiques. Donc vous voyez, dans une cure panchakarma, ayurvédique, on va travailler en fait l'ensemble de la personnalité. Même chose en Chine. L'alimentation, le qigong, l'acupuncture, la phytothérapie, on va toujours avoir une association. C'est seulement depuis très peu de temps qu'on va avoir des pratiques qui vont être centrées que sur l'énergétique. Voilà. On a différentes pratiques, comme le Reiki ou d'autres, qui sont très intéressantes, mais en même temps qui ont une vision limitée, dans le sens où elles vont s'intéresser uniquement à ce champ-là. Et puis les bénéfices de l'équilibre que j'amène ici, eh bien, on espère qu'ils se répercutent tant au niveau psychologique qu'au niveau biologique. Mais on ne revient pas ni sur la gestion de la pensée, ni sur l'aspect alimentation. Dans la formation énergétique, on n'a pas cette approche-là. On l'a, mais toujours avec l'aspect alimentaire et aussi, bien sûr, gestion de la pensée, de la respiration qui va avec. Donc, approche globale. Donc, si je reprends le diaporama, ce que l'on voit dans la formation énergétique, j'ai découpé Orient-Occident, l'énergétique chinoise et indo-tibétaine, on l'a explicité, hein, même si les notions d'énergie existent traditionnellement partout sur Terre, c'est en Orient où elle a le plus été étudiée, systématisée, enseignée, beaucoup plus large que dans la partie occidentale. En Occident, on a vraiment une très belle approche en thérapie manuelle, travail en douceur au niveau des tissus, et puis une approche de naturopathie qui est fondamentale. Hein. On l'a évoqué tout à l'heure, que ton aliment soit ton médicament. Et cette notion clé qu'en en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher forcément des plantes ou des produits très très loin. Hein. La vie procure sur place tout ce qu'il y a besoin pour les problèmes qui se trouvent en fait ici et maintenant. Donc on est sur plutôt l'utilisation d'aliments et de plantes qui sont locales. Alors comment se déroule une séance d'énergétique? Premier temps, on a un double bilan. Et là, on peut vraiment l'expliciter parce qu'on a vu ce point-là. On a besoin d'un bilan au niveau énergétique, c'est-à-dire à travers le pouls, la prise du pouls en médecine chinoise, la vibration des organes, des chakras. On arrive à déterminer qu'est-ce qui se passe sur ce niveau vibratoire-là. Et ensuite, on a besoin d'un autre bilan sur qu'est-ce qui se manifeste. Parce qu'il y a toujours un décalage entre ce qui est... Là, c'est le passé, en fait. D'accord? C'est notre corps biologique, il est le fruit de notre gestion, notre hygiène physique et mentale d'il y a quelques jours. Et là, c'est plutôt l'ici et maintenant. Donc, on a souvent un décalage entre les deux. Autant c'est facile de réguler l'énergie ici, autant là, il y a toujours une inertie au niveau de la matière. Il faut toujours un petit peu de temps. Donc on a besoin en fait des deux bilans. Suite à ça, on fait un soin énergétique. On va travailler donc sur les points d'acupuncture, au niveau des chakras, au niveau des tissus avec la thérapie manuelle. Et puis derrière, phase très importante dans mon approche, hein, et je l'ai explicité tout à l'heure par rapport à l'alimentation, c'est le conseil en hygiène vitale. C'est-à-dire qu'il faut rendre vraiment la personne active, qu'elle se prenne en charge. Si elle prend par exemple, on parlait des fleurs de bac, simplement qu'elle prenne ça comme elle prendrait n'importe quoi en pensant à autre chose, et que consciemment, si c'est pour développer la confiance en elle, qu'elle pense à cette confiance au moment où elle prend en fait
ses fleurs de bac. Si elle prend de la vitamine C pour avoir plus d'énergie, que consciemment, voilà, qu'elle fasse les choses en conscience. Qu'elle travaille également sa respiration, la gestion de ses émotions, qu'elle fasse un pas pour aller vers une alimentation plus équilibrée, tout ça est important. Petit pas à petit pas, la personne va devenir autonome. On est là dans une approche où la personne gagne en autonomie, c'est ce qu'on vise. Ne pas nourrir en fait les notions de dépendance. Donc en fait, on pourrait dire que c'est comme si c'est le principe du développement durable, c'est la thérapie durable. Si je change vraiment mon mode de pensée et puis mon alimentation, et ben mon mieux-être va se stabiliser dans le temps. Sinon, je vais être sur, comme les régimes yo-yo, ça va aller mieux, puis du coup, après je repars dans mes travers, et puis etc., etc., etc. Donc on est sur une approche, je dirais, pédagogique, qu'on n'a pas apprise à l'école, malheureusement, mais qui consiste finalement à mieux vivre. Et tout ça, ça demande du temps. Donc cette phase de conseil, pour moi, elle est fondamentale parce que là, dans le soin énergétique, la personne, elle est passive. Elle est sur la table, elle est allongée, d'accord, on lui donne de l'énergie, on régule, on fait ce qu'il faut. Mais derrière, si elle ne change pas concrètement dans son quotidien, 1 mois ou 2 mois après, c'est la même chose. Ça ne bouge pas. Donc, travailler cette notion de rendre la personne active. Donc il s'agit de ne pas minorer cet aspect-là en consultation sur une consultation d'1 heure. Voilà, schématiquement, on peut dire qu'il y a peut-être 20 minutes de bilan, 20 minutes de soins et 20 minutes de conseil. Et si moi je suis juste au timing, je préfère raccourcir un petit peu le soin, parce qu'on peut faire bien et assez court, et garder du temps pour la partie échange, verbal, explication, s'il faut réduire par exemple les laitages, s'il faut réduire le sucre, etc. Si simplement il faut réduire parce qu'il faut réduire, ça ne marche pas. Il faut expliciter pourquoi, quels sont les impacts. Voilà. Donc il faut passer du temps, il faut être pédagogue à ce niveau-là. Donc ça, pour moi, c'est la vision, enfin, c'est la partie quelque part la plus importante pour avoir des résultats qui tiennent dans le temps. Donc voilà les 3 phases d'une séance en énergétique. Alors petite image où on essaie de voir l'invisible, entre guillemets. Donc cette dimension-là, on a ce qu'on appelle la photo Kirlian. Là, on a un petit caducée, donc le symbole de la médecine chez les Grecs et les Romains, c'est-à-dire le bâton, les 2 serpents entrelacés, et puis les ailes. Alors, je fais une petite aparté par rapport à ça, parce que vous connaissez tous ce symbole. Et si on regarde maintenant les petits macarons sur les voitures des médecins déclinés, en fait, le symbole que l'on voit, il a été transformé. On voit souvent ça. On ne voit plus qu'un serpent. Un jour, il y a un designer qui s'est dit 2 serpents, on va moderniser ça, on va mettre un seul serpent, on va alléger. Et en allégeant, finalement, on a transformé vraiment la signification. Et en même temps, ça fait sens, parce qu'aujourd'hui, on a une approche où on va toujours être dans la lutte par rapport à la maladie. On va toujours être dans le combat. Alors que le sens initial de ce symbole, c'est l'équilibre des forces. C'est de nouveau le fameux yin-yang, avec le fait qu'il faut qu'il y ait un équilibre en tout. Et cet équilibre fait qu'il y a une vitalité qui est présente. Donc, le jour où on va remettre le second symbole et qu'on va rechercher le principe de l'équilibre, de la prévention, de l'harmonie, on aura changé de philosophie. Cette philosophie, elle est dans les antibiotiques, les anti-inflammatoires, tout ce qui va être anti. Alors, on va toujours être dans la lutte. Donc voilà pour la photo Kirlian. Alors, tradition indienne, petite image pour illustrer en fait que ici on voit le corps physique, et là en fait c'est le corps énergétique. Alors attention, ce corps énergétique il existe partout, hein. Il est partout, au cœur de chacune de nos molécules, de nos cellules, de nos tissus, hein. Mais ça dépasse très légèrement du corps physique. C'est ce qu'on appelle l'aura de santé. C'est-à-dire que quand vous êtes en forme, vous avez en fait un rayonnement naturel qui vous protège. Petit rayonnement de 2-3 cm. Et le jour où vous êtes en faiblesse, ce rayonnement il est moins fort, donc il est à fleur de peau. Et c'est là où vous pouvez plus facilement être envahi, entre guillemets, par le chaud ou le froid ou d'autres germes. Alors, si je suis rayonnant comme un soleil, je ne capte pas. J'ai cette aura de santé qui me protège. Les publicitaires ont bien compris ça inconsciemment. Quand ils veulent vendre un produit qui donne la pêche, ils détournent comme ça le corps. Des produits qu'on peut retrouver pour le sport ou d'autres activités.
cette notion comme ça de vitalité. Voilà. Et puis on a ces fameux chakras qui sont comme des ascenseurs qui gèrent une région. Par exemple, le chakra du cœur ici, il va gérer tout ce qui est au niveau de la base de la gorge jusqu'au niveau du diaphragme. C'est son territoire. Un petit peu comme on dirait, c'est le préfet. C'est sa responsabilité. Et donc on est découpé en 7 grandes régions avec un ascenseur central qui relie toutes ces régions-là entre elles. Hein, tout communique en nous. Ça, c'est le système primaire au niveau énergétique. Et après, on a un système secondaire avec l'ensemble des méridiens, des autres nadis, qui sont des voies de circulation. Donc on pourrait dire, c'est un petit peu comme un pays, hein. On a des grands axes, par exemple en France, Paris-Lyon-Marseille, un grand axe de circulation à tous les niveaux. Et puis après, on a plein d'autres autoroutes nationales, départementales, petits chemins. Voilà, c'est à l'image, l'extérieur est à l'image en fait, de notre corps, et inversement. Si je suis en capacité d'aller au-delà des organes d'essence et de percevoir uniquement ce champ d'existence, le corps énergétique ou le corps quantique, voilà ce qu'on voit. Des lignes de force, hein, il n'y a plus de corps, on ne voit plus la matière, on ne voit que des lignes de force, les méridiens, les nadis, les chakras, parce que traditionnellement un chakra c'est un rond-point, c'est une conjonction de différents nadis. On ne voit plus que ça. Si je suis en capacité de ne voir que le champ émotionnel, alors ces chakras, ces nadis disparaissent, on a juste des taches de couleur, avec d'autres chakras qu'on appelle émotionnels, qui sont présents aux mêmes endroits, et on a cette notion que couleur et émotion sont reliés. Dans le langage courant, quand on veut exprimer une émotion vive, on prend un langage coloré. Hein, broyer du noir, voir la vie en rose, rire jaune, le vert de l'espoir, avoir une peur bleue. Naturellement, en fait, on associe couleur et émotion, parce qu'en fait, on est tous clairvoyants quelque part inconsciemment, collectivement. On a cette connaissance-là. Et ça, c'est vrai dans toutes les langues. D'accord ? Parce que fondamentalement, nos émotions sont en fait des énergies qui sont colorées. Et quand je suis dans un état de tristesse, d'état dépressif, un état de faiblesse, eh ben, je vais avoir des taches qui vont être sombres, grises, ternes, noires. Quand je suis dans un état émotionnel élevé, de joie, d'empathie, de contentement, eh ben, je vais avoir une luminosité, des couleurs très claires qui vont être présentes. Voilà le corps émotionnel. Quelqu'un qui est capable de voir uniquement ce champ-là, au niveau mental, voit en fait encore un peu plus large, là représenté en jaune, hein, et cette vision globale où là on voit les 4 corps, mental, émotionnel, énergétique, on voit bien là détouré en bleu, et puis physique, en ayant conscience que ça s'intrique, hein, donc à l'intérieur de mon corps j'ai tout, de la pensée, de l'émotion, de l'énergie et de la matière. Donc on est un peu comme des poupées russes où ça s'intrigue. Voilà cette notion de corps énergétique, tradition indienne. Donc le schéma que j'ai fait de manière plus claire peut-être sur ce diaporama, avec ce qu'on a vu, le corps énergétique, voilà, qui permet d'aller vers ce qui est plus subtil et plus dense. Il est à l'interface, donc il est le médiateur psychosomatique et somatopsychique. Je ne vais peut-être pas nommer tout à l'heure, mais ce qu'on appelle la psychosomatique, c'est le mouvement de descente, hein, et on a l'inverse, le somatopsychique. Les outils thérapeutiques qui permettent d'agir directement au niveau de l'énergie, on les a évoqués tout à l'heure, différents outils que l'on voit en formation au cours des 2 ans. Et puis, voilà, tradition chinoise, le fameux yin-yang, voilà, je passe assez rapidement, vous connaissez ce symbole, cette notion peut-être importante que l'homme est constitué de 3 étages, fondamentalement, le ciel, l'homme et la terre. On va s'arrêter quelques instants. Parce que si on avait demandé à un enfant de dessiner en fait un bonhomme, si vous le faites à la maison, en fait on ferait ça. Enfin, même mettre quelques organes d'essence, c'est plus sympa. Mais en fait on aurait fait la tête avec un cercle. C'est pas du tout ce qu'ont fait les Chinois. Là ils ont fait une coupe. Parce qu'ils ne représentent pas la forme, ils représentent la fonction. C'est là, en fait, je dirais, la grande difficulté d'appréhender le monde chinois, c'est qu'on est sur un monde de dynamisme, un monde de fonction, un monde de l'énergie vitale. Il ne représente jamais, en fait, typiquement la forme. Nous, c'est la façon dont on est polarisé.
Je prends un autre exemple, rapidement. Quand on prend ce qu'on appelle un point d'acupuncture, vous voyez, un point, c'est ça. Donc, c'est pas grand-chose. Pour nous, c'est pas très significatif. Et bien, le point, c'est la traduction. Si on était plus précis, ça serait un puits. Les Chinois disent un puits d'acupuncture. Et si je dis un puits, ben là, ça a beaucoup de sens parce que voilà, j'ai une surface, j'ai un puits, d'accord? J'ai quelque chose souterrain, un petit cours d'eau, une nappe, la vie, l'eau qui est présente. Et puis, il faut que j'aille à une certaine profondeur chercher cette eau-là. Donc, c'est ce que fait l'acupuncteur. Quand il met son aiguille, il n'est pas toujours à la même profondeur. Il faut qu'il aille chercher l'énergie. Et si c'est en hiver, en été, au printemps, la personne elle est en trop d'énergie, elle n'en a pas assez, ça va être à des endroits différents. Quelque chose que vivant. On ne peut pas dire vous piquez à 4 mm sous la peau. Ça n'a pas de sens. Donc, on va chercher l'eau, l'énergie vitale, d'accord, avec cette petite aiguille-là, qui va faire un lien entre le ciel et puis la terre. Toujours cette notion de faire le lien, l'homme, entre le ciel et la terre. L'aiguille a la fonction de l'homme, de faire le lien. Qu'est-ce qui se passe autour d'un puits? On construit un village, on construit une activité, on construit un échange. Donc, le terme de puits, on pourrait approfondir, mais on en dit beaucoup plus que de dire un point. Donc, dans la traduction occidentale des idéogrammes, en fait, on perd beaucoup de sens. Comme tout à l'heure dans le chi. On aurait dit l'énergie, en fait, on n'a pas compris l'énergie terrestre, céleste, etc. Donc là, on représente le sens. Et le sens de la tête, c'est d'être une coupe pour l'énergie du ciel. On est en réception de l'énergie dite cosmique, de l'énergie céleste, de l'environnement. Donc je reçois ça. En bas, vous voyez, ce n'est pas les jambes serrées, tout droit, c'est bien écarté et un peu plus carré, parce que là on a le carré, là on a le cercle, on a donc la complémentarité des deux grandes formes. Et dans ce carré, on reçoit l'énergie terrestre. Donc l'homme est entre ciel et terre, à travers sa tête et son bassin. Les énergies vont se mélanger en lui et on a donc cet axe fondamental que représente la colonne vertébrale, ou la colonne des chakras qu'on avait juste avant, c'est la même chose, qui est partout présente au niveau mental, émotionnel, énergétique et physique, colonne vertébrale physique. On a cet axe fondamental qui structure l'être humain dans sa verticalité, ce qui nous différencie des animaux. On va donc avoir la représentation de cet axe-là. Et puis l'axe horizontal, les bras, l'échange, la communication verbale, gestuelle, entre nous, avec les autres règles, les animaux, les végétaux, etc. Donc voilà, en essence, voilà comment il représente l'être humain. Et on pourrait passer encore du temps sur ce symbole, donc simplement pour dire que ça vaut le coup de s'arrêter sur certains idéogrammes, parce qu'avec la traduction, on perd beaucoup. Les 12 méridiens donc, ne sont une particularité, le fait que ça circule entre ciel et terre. Vous voyez, on représente toujours l'homme, en fait, les bras en l'air, avec ces énergies yin qui montent de la terre, qui montent jusqu'au niveau du ciel, et puis le yang qui va descendre du ciel, qui va vitaliser la tête, qui va descendre jusqu'au niveau des jambes. Donc on a un circuit. On est toujours entre ciel et terre. Premier exercice de Qigong, une fois qu'on a fait la respiration en position assise, on se met debout, voilà, il n'y a rien à faire, simplement d'être présent comme ça, et puis sentir que ça monte de la terre jusqu'au niveau du ciel, et sentir que l'énergie céleste, elle descend du ciel et elle va jusqu'à la terre, que ça se croise en nous, qu'il y a une circulation. Seulement après, je peux faire un petit mouvement où je vais manifester dans la forme ce que je ressens à l'intérieur. Et si je ne ressens rien, je ne vais pas la manifester de manière juste. Donc le geste extérieur n'est toujours que la manifestation de ce que je ressens à l'intérieur. Voilà la pratique juste. Donc les 12 méridiens. Alors un méridien, j'en passe un là rapidement. C'est un trajet qui est plus ou moins complexe. On a là le méridien du Rhin, il y a 27 points. Il y a des trajets externes ici, et puis après ça passe à l'interne. Là, ça passe dans la colonne vertébrale, ça va chercher les reins, ça va se connecter à la vessie. Ça va venir ici au niveau de la racine de la langue, donc il y a des trajets qui sont inaccessibles bien sûr au niveau avec les aiguilles ou en magnétisme avec les doigts, ou en digitopuncture, donc trajet complexe.
l'estomac. Hein, donc, il ne faut pas penser que l'énergie, c'est toujours rond. Alors, on a des vrais... des coupures rectilignes au niveau des méridiens. Et puis, dernière notion pour finir sur la médecine chinoise, ça va être une notion très intéressante où ils ont fait le lien entre organes et émotions. En quelques mots, ils vont dire, par exemple, le printemps, c'est le réveil de l'énergie, de la nature, c'est un côté un peu explosif, et donc ça, au niveau émotionnel, ça ressemble à la colère. Quand je me mets en colère, je ne vais pas m'asseoir comme ça et dire je suis en colère. Je suis un peu plus triste là. Quand je suis en colère, ça monte au nez. J'ai un mouvement comme ça d'élévation, yang, dynamique. Et donc ça correspond dans le corps à l'organe foie. Parce que le foie gère la libre circulation, la montée des énergies en fait, dans le corps. Et donc, puisqu'ils ont la même fonction, eh bien, ils ont observé qu'un excès de colère allait perturber en fait, le système du foie. De la même manière qu'à l'automne, pour reprendre la symétrie, on va avoir donc une baisse de la luminosité, on va avoir un repli sur soi, on va rentrer davantage chez soi par rapport à l'été où on était plus dans l'extraversion, la communication, et donc on va avoir une forme de repli et de tristesse, de dépression saisonnière qui s'installe. Et cette dépression, elle ne vient pas dans mes intestins, elle ne vient pas dans mon cerveau, elle vient physiquement là sur mes poumons. J'ai tendance à me recroqueviller, j'abaisse ma capacité respiratoire, je suis plus triste, j'ai moins d'énergie vitale. Alors, tout ça, ça va sur cette sphère-là. Donc ils ont observé que la tristesse se loge dans les poumons, la colère dans le foie, la peur dans les reins et dans le ventre, l'anxiété, ça on le sait tous, quand on est anxieux, ça bloque au niveau de l'estomac. Puis tout d'un coup, on a la bonne nouvelle qu'on attendait, on était un peu stressé, et d'un coup, hop, ça se débloque, et de nouveau, j'ai faim, tout va bien. C'est rapide, vous voyez hein. Et là, ça illustre bien cet exemple qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai un blocage, je suis anxieux, ça bloque mon chakra solaire qui gouverne l'estomac, je débloque l'anxiété, ça débloque le chakra, ça débloque l'estomac. De manière assez rapide, dans un sens ou dans l'autre. Psychosomatique. Et le stress, l'agitation mentale et physique qui vient léser, qui vient se loger en fait au niveau du cœur. Donc intéressant dans la symbolique, c'est ce qu'on fait en deuxième année. Du coup, si quelqu'un a une pathologie, une difficulté, déséquilibre au niveau des poumons, ben peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de la tristesse, etc. On peut faire le sens inverse. Allez, rapidement, thérapie manuelle. On va avoir cette notion fondamentale, c'est-à-dire les trois diaphragmes du corps. On connaît tous le diaphragme au niveau thoracique, qui permet bien sûr la respiration, d'une part, hein, et puis aussi le massage des organes de l'abdomen, d'autre part. Bien respirer, c'est aussi faire en sorte que ça fonctionne bien en bas. Mais on a deux autres diaphragmes, un au niveau crânien, un au niveau pelvien. Quand vous chez l'ostéopathe, par exemple, ben souvent il commence en mettant la main sous la tête. On se dit, il s'endort, qu'est-ce qu'il fait? On essaie de sentir comment ça circule en fait, au niveau de la tête. Est-ce qu'il y a un mouvement? En fait, on a une dynamique avec un très léger mouvement au niveau de la tête, même chose au niveau du bassin. Et donc, vous voyez, ces trois grands diaphragmes, quand ils respirent bien, qu'ils jouent la même musique au même rythme, comme un bel orchestre, alors je suis en pleine santé. Si j'ai des différences de rythme avec de la tension à certains niveaux, alors je vais avoir des manifestations qui vont apparaître. Comme par hasard, on a trois diaphragmes qui correspondent exactement à ça. Ciel, homme, terre. Donc c'est là où en fait on va gagner beaucoup de temps en formation. Le fait de comprendre la quintessence d'une approche, par exemple une chinoise, nous permet de mieux comprendre l'approche de la thérapie manuelle et inversement. Donc on a vraiment des synergies entre ces différentes approches. Thérapie manuelle, naturopathie, énergie chinoise, énergétique indo-tibétaine. Toujours autour de l'axe central qu'on a détaillé tout à l'heure. La notion d'enroulement tissulaire. J'y reviens également rapidement. On a découvert que finalement les tensions dans notre corps, je reviens sur l'anxiété, ce qui fait qu'en fait au niveau tissulaire, j'ai une torsion qui s'installe ici. Et peut-être que ça va me créer une tension au niveau de l'épaule ou de la hanche, parce que les tissus en fait sont reliés entre eux.
Et donc, dans la thérapie manuelle, on apprend à relâcher ces tensions, à détendre les tissus, à les déspiraler. Et on a observé qu'en fait, cette notion d'enroulement n'était pas n'importe où dans le corps, mais toujours sur un point d'acupuncture. Donc là aussi, le fait de connaître les points facilite le travail en thérapie manuelle, puisqu'on a déjà une grille mentale et on sait comment les enroulements vont pouvoir se désenrouler, comment ils se sont enroulés dans un sens et se désenrouler. On a des chaînes montantes et descendantes. Je prends un exemple, je peux peut-être louper une marche dans l'escalier, je me fais un peu mal à la cheville, puis finalement ça passe. Mais en fait, j'ai créé une tension qui est montée, qui est montée, qui est montée. Je passe la nuit, puis le lendemain matin, hop, j'ai un torticolis. D'accord ? Alors, c'est pas forcément parce que j'ai pas envie de voir quelque chose. Ça peut être ça au niveau psychologique, mais c'est pas toujours ça. Tout n'est pas psychologique. On a des difficultés qui sont d'ordre psychologique qui somatisent, mais on a des choses qui sont d'ordre physique également. C'est là où il faut faire la part des choses. Et donc je peux avoir comme ça une chaîne montante, on peut aussi avoir des chaînes descendantes. En fait, on ne sait jamais, il ne faut jamais se focaliser sur là où ça fait mal. Il faut essayer de regarder en fait d'où ça vient. Et donc ces chaînes d'enroulement nous permettent cela. Et on les appréhende facilement parce qu'ils sont sur les points d'acupuncture. Allez, dernier aspect, la naturopathie. Donc là, on travaille avec un cadre qui a été élaboré par un laboratoire français avec un ensemble de médecins, d'homéopathes et de naturaux qui ont déterminé qu'on avait 7 grands terrains biologiques. 7 grandes familles, entre guillemets. Le terrain dit oxydé, intoxiqué, vasocolitique, neurodystonique, acide, hypoglycémique et carencé. Et donc, dans chaque terrain, je vais avoir des manifestations. C'est un petit peu comme en géologie, quand vous connaissez quelqu'un qui connaît bien la nature, et vous dit, bah, il y a telle et telle essence d'arbre, donc ça veut dire que le sous-sol, il est composé de tels et tels éléments. Tout ne pousse pas n'importe où. Et ben c'est pareil. Si j'ai une manifestation, si j'ai des arbres qui poussent, par exemple, et ces arbres s'appellent déminéralisation, ostéoporose, douleur ostéo-articulaire, fragilité musculo-tendineuse, irritation des muqueuses, muqueuses au niveau digestif, au niveau vaginal, au niveau buccal, voilà, donc la peau intérieure, j'ai une inflammation. Si j'ai des manifestations comme ça veut dire que derrière mon sous-sol, c'est que j'ai un terrain acide et déminéralisé. J'ai de l'acidité dans mon corps, et mon corps va chercher à équilibrer cette acidité. Donc il va pomper des bases au niveau de mes os. Donc je fragilise mes os. Alors j'ai beau manger des bases, c'était bien dans un premier temps, mais ça ne va pas résoudre le fond, parce que le fond du problème, c'est l'acidité. Le fait d'être déminéralisé, c'est la conséquence. Donc après, d'où vient l'acidité? Elle vient d'une alimentation trop acide, en général. Donc tout ce qui va être viande, déséquilibre alimentaire vont créer de l'acidité. Et puis, on va également être sur cette notion d'émotion, ou de pensée acide qui crée de l'acidité dans mon corps. Donc il faut travailler, encore une fois, sur l'aspect global. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la naturo, c'est que je ne me focalise pas sur le symptôme, mais je regarde finalement tout ce qui se manifeste. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de commun qui est sous-jacent? Quel est mon terrain biologique? Et donc du coup, une fois que je sais que j'ai un terrain acide, ben, je sais qu'il faut que j'ai une alimentation plus équilibrée, basifiante. Donc classiquement, ça va être, on arrête le sucre. On réduit, et si vraiment il y a une urgence, c'est l'arrêt du sucre. Enfin, le sucre, bien sûr, est sucré du goût, mais il va être acidifiant. J'ai parlé de la viande, mais le second élément, c'est le sucre. Il va être acidifiant au niveau biologique. Voilà. Et donc à chaque fois qu'on rajoute du feu sur le feu, je vais majorer les symptômes. Donc quelqu'un qui va avoir des problèmes au niveau intestinal, une dispute intestinale, je sais pas, du candida, et puis ça migre au niveau vaginal, enfin, à différents niveaux du corps. Bon voilà, si on ne fait pas une vraie réduction, voire un arrêt du sucre, on n'aura pas de résultat dans le temps. On peut refaire sa flore intestinale, mais il s'agit vraiment de prendre la base, et la base, c'est l'alimentation, d'une part, et d'autre part, c'est les pensées. Les Chinois disent, en fait, il y a deux grandes origines en fait, aux maladies. C'est d'abord les 7 passions, donc les excès émotionnels, et puis, d'autre part, l'alimentation. Et donc, on revient à cette notion de conseil en hygiène vitale, où c'est à ce moment-là où il faut expliciter et rendre la personne active. Alors, on fait passer un test sur Internet, dans un espace bien sûr sécurisé
à la personne qui vient consulter. Il y a environ 60 questions, on a pour 10 minutes, un quart d'heure. Et derrière, les résultats se présentent sous forme d'un histogramme où on a les 7 terrains, parce qu'on a les 7 terrains nous, mais avec différentes forces. Donc dans cet exemple-là, ce profil, on a quelqu'un qui est à cible à 55%. Tout ce qui va être au-dessus de 30% va être significatif. Et cette personne a également un terrain neurodystonique, donc avec des troubles du sommeil, des troubles anxieux, des troubles nerveux qui se manifestent. Donc là, voilà, au-dessus de 30%, on va devoir, dans la stratégie, traiter en fait, les deux terrains. Derrière, des produits sont proposés pour rééquilibrer le niveau biologique, que l'on peut prendre dans ce laboratoire ou un autre, mais on sait dans quelle famille de compléments alimentaires et quel type d'alimentation il faut préconiser, de manière simple, sans besoin de faire des examens compliqués. On a les grandes lignes, on sait ce qui va être bon, en fait, pour le corps et son équilibre. Voilà, je vous ai présenté les 4 grands thèmes: énergétique chinoise, indo-tibétain, thérapie manuelle et naturopathie, que l'on voit en synergie donc pour traiter cet ensemble-là de manière complète sur 2 ans de formation, en sachant qu'on n'est pas un spécialiste d'aucune de ces matières-là. La médecine chinoise, c'est 4 à 5 ans, naturo, c'est pareil. Enfin, chaque discipline prend du temps, mais nous, l'idée, c'est de prendre la quintessence de chaque approche et de mettre tout ça en synergie, ce qui est suffisant. Après, si quelqu'un a envie d'aller un peu plus loin en médecine chinoise, c'est tout à fait possible. Alors, comment ça s'organise concrètement pour finir l'aspect théorique? C'est cet enseignement des 4 disciplines sur 2 ans. Première année, on a 17 jours de formation, on a 5 stages de 3 jours, dernier stage de 5 jours, on a des modules théoriques qui permettent de compléter, et puis donc un stage pratique, c'est-à-dire faire des pratiques avec des personnes qui sont dans votre entourage. L'énergétique demande pas mal de travail au niveau théorique et pratique, il faut compter environ 5 heures par semaine, 5 heures pour travailler les cours, des lectures complémentaires, travailler l'exercice de Qigong, de méditation, travailler ensuite avec des personnes pour leur faire des soins, repérer les points d'acupuncture, etc. Donc toute notre théorie et pratique, c'est le volume qu'il faut consacrer. Et quelqu'un qui fait 5 heures pendant 2 ans a un bon niveau, un niveau vraiment suffisant pour pouvoir faire une activité professionnelle. C'est ce qu'on vise dans la formation, devenir énergéticien. La deuxième année, on a 15 jours d'énergétique, et puis on a également, pour ceux qui n'ont pas de cursus initial dans ce domaine-là, 5 jours d'anat physio, un stage qui concerne le changement intérieur, les clés du changement, et puis le parcours réussir son installation, qui permet vraiment de développer les compétences pour créer son activité. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais on a d'un côté les compétences en tant qu'énergéticien, en tant que sophrologue, en tant que praticien en relation d'aide, en massage, peu importe, j'ai une compétence métier, mais ce n'est pas parce que j'ai une compétence métier que je suis en capacité de m'installer, de réussir. Voilà, donc c'est une autre compétence, c'est ce qu'on transmet à travers ce cycle et cette fin de seconde année où pour chaque personne qui est en deuxième année, elle doit construire un projet professionnel et faire une soutenance à l'oral. Elle est accompagnée par des coachs. Voilà, à la fin des 2 ans, donc, on a le certificat d'énergéticien. Comment on valide? Donc un contrôle continu, les modules théoriques, des évaluations théoriques en fin de première année, fin de deuxième année, des mises en situation, donc on en fait beaucoup en formation, on apprend concrètement à conduire un entretien, à faire des soins, à expliquer au niveau pédagogique les éléments de rééquilibrage au niveau de l'alimentation ou d'autres exercices, et puis ce qu'on appelle donc le stage pratique, c'est-à-dire 80 pratiques à faire à l'extérieur avec des personnes de votre entourage. Voilà, pour dire, voilà, j'ai une expérience, j'ai vu que ça marchait, parfois ça ne marche pas, alors on questionne pourquoi, comment, voilà, on avance déjà dans la pratique. Et cette nouvelle capacité de dire je suis en capacité d'accompagner quelqu'un par rapport à des difficultés d'ordre physique, elle s'acquiert au fur et à mesure en fait, des 2 ans. Et pour ceux qui le veulent, on peut se spécialiser. Donc à Cassiopée, on propose l'aromathérapie qui est dans ce champ, perfectionnement donc, en vibration tissulaire, qui est l'approche en thérapie manuelle spécifique que l'on voit en deuxième année, et puis également du Qigong. Alors on fait du Qigong en formation, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, on a une formation sur 2 jours plus complète. Voilà pour l'aspect théorique. Je vous propose qu'on termine l'atelier par une mise en pratique, sentir l'énergie.
Allez, je vous invite à vous installer, à fermer les yeux. Vous êtes bien posé au niveau de la chaise. La respiration se calme. Pour approfondir cette détente, je vous invite à faire 3 respirations profondes. Vous inspirez en gonflant le ventre. Vous soulevez les épaules. Vous remplissez l'air au maximum et ensuite vous soufflez lentement par la bouche. Vous relâchez les épaules jusqu'au niveau du ventre. Vous laissez sortir toutes les tensions. Sur l'expiration, 2-3 fois à votre rythme. Placez les mains sur vos cuisses pour vers le ciel. Vous concentrez sur le petit doigt de votre main droite. Vous imaginez un soleil, une flamme. Vous voyez cette flamme, ce soleil, ensuite parcourir le petit doigt, vitaliser le petit doigt de votre main droite. Même chose avec l'annulaire. Vitaliser l'extrémité en visualisant le soleil, la flamme, puis le parcours de cette lumière le long du doigt. Sentez des sensations qui se modifient, majeures. Index. Et puis le pouce. Je vous invite maintenant à visualiser les 5 soleils simultanément, 5 extrémités, qui vitalisent les 5 doigts. Vous faites converger ces soleils dans la paume de la main droite. Cela crée un grand soleil, une activité, une présence, une sensation qui s'amplifie dans la paume de la main droite. Faites remonter la sensation au niveau du poignet, au niveau de l'avant-bras, jusqu'au niveau du coude. Et voilà, faites monter au niveau du bras jusqu'au niveau de l'épaule. Sentez tout votre bras plus vivant, plus présent, rempli d'énergie. Un dernier passage où vous revenez sur les extrémités.
Ces soleils, vous captez l'énergie, vous la faites pénétrer dans vos doigts. Ces courants convergent dans la paume de la main. L'énergie monte jusqu'au niveau de l'épaule tranquillement. Et de l'épaule, mentalement, vous connectez au chakra du cœur, au milieu de la poitrine. Vous percevez votre chakra du cœur, sensation d'ouverture, de présence. Comparez le bras droit, la main droite avec le bras gauche, la main gauche. Et puis même chose à gauche, on se concentre sur l'extrémité du petit doigt. Le soleil, la flamme. Qui parcourt les trois petits segments. Qui vitalisent le petit doigt. Même chose avec l'annulaire. Le majeur. L'index. Et puis le pouce. Les 5 extrémités en même temps, les 5 soleils qui convergent vers la paume. Percevez l'activité au cœur de la paume. Puis mentalement, faites monter l'énergie, le poignet, l'avant-bras, jusqu'au niveau du coude. Le bras, l'épaule. Tout le bras se vitalise. Un dernier passage, on revient des extrémités, les soleils qui parcourent les doigts, qui convergent au niveau de la paume de la main, et la montée progressive jusqu'en haut de l'épaule. Et de l'épaule, connexion au chakra du cœur. Vous avez 13 soleils, le grand soleil du chakra du cœur, une présence palpable au niveau cardiaque, 2 soleils dans la paume des mains et 10 soleils aux extrémités des doigts. Maintenez l'image quelques instants.
des sensations qui se développent. Et tout en gardant les yeux fermés, vous allez soulever la paume des mains d'environ 10 cm. Ensuite, on oriente les mains comme si elles tenaient un petit ballon. On les rapproche. Elles sont écartées de 5-10 cm. Les doigts sont écartés. On essaye d'épouser un peu la forme ronde. Les épaules sont bien relâchées. Les coudes sont légèrement décollés des côtés. Vous êtes concentré sur ce qui se passe dans vos mains et entre vos mains. Puis très légèrement, vous allez rapprocher vos deux mains, 1 ou 2 cm, doucement, puis écarter. Petit mouvement, 1, 2, 3 cm maximum. On rapproche, on écarte. Et vous percevez une sensation de présence, d'élasticité, comme s'il y avait une légère résistance quand vous rapprochez vos mains. Une légère résistance quand vous les écartez. Focalisez votre esprit sur cette résistance. Percevez qu'elle est bien réelle, palpable. J'ai conscience qu'il y a une boule d'énergie entre vos mains et vous jouez avec elle. Tranquillement, vous pourrez revenir poser les mains sur vos cuisses. Quelques instants de silence intérieur. Et sur une inspiration, vous pourrez sortir de la pratique. Voilà, moi je vous remercie pour votre écoute. On a donc décrit qu'est-ce qu'était l'énergétique, comment on l'enseignait à Cassiopée, qu'est-ce qu'on entendait par là. Un petit exercice pratique de ce qu'on voit au premier stage, pour se rendre compte que cette énergie elle est bien réelle, bien présente. C'est pas qu'une idée, c'est pas un concept, c'est une réalité. On en prend conscience et petit à petit au cours de la formation, on apprend à que ce soit plus facile, plus accessible. On développe la perception des points d'acupuncture, des chakras, des corps subtils. La capacité à donner, à recevoir l'énergie, à prendre conscience de l'environnement. Voilà, donc il y a un développement de la sensibilité qui se fait progressivement, naturellement, très simplement. Je vous donne rendez-vous sur le temps de questions-réponses si vous le souhaitez. À bientôt.